Salut tout le monde, bienvenue à ce premier vidéo sur le jeu Andean Abyss publié par GMT Games en 2012. Dans ce vidéo, étant donné la bête sacrée à laquelle on s'attaque, nous allons nous contenter d'une introduction. Le reste des règles vont suivre dans la playlist. Alors nous y voilà, c'est un incontournable système coin est devenu un incontournable. C'était peut-être pas le cas en 2012 quand Volko Ruhnke, à ce moment-là designer de Labyrinthe quand même, est arrivé avec cette idée-là à GMT. On peut pas dire que que c'est un thème là connu de façon internationale, surtout pas à ce niveau de détail-là. Là. Je vous mets au défi de nommer quelques provinces de ce qu'ils appellent des départements là, en Colombie, là, sans regarder la map, là. Mais c'est quand même assez incroyable. Là. Bon, la Colombie dans les années 90, début des années 2000, là, à ce niveau de détail-là, comme je disais, là, la majorité des joueurs en connaissent pas long. Alors, le système coin, aujourd'hui, la vache à lait de GMT a eu des débuts, ma foi, très modestes. Selon moi, là, vraiment, là, le système a été lancé pour de bon, là, avec les volumes 3, 4 et 5. Là. Donc, volume 3, A Distant Plain sur la guerre en Afghanistan. Volume 4, Fire in the Lake sur la guerre au Vietnam. Volume 5, Liberty or Death sur la révolution américaine. C'est vraiment là que le système a pris son envol pour de bon. Là. Et depuis ce temps, GMT là, peut prendre à peu près n'importe quel thème, aussi obscur soit-il, mettre l'étiquette coin dessus, puis vous pouvez être certain qu'avant la fin de la journée, là, le jeu va avoir 500 précommandes. Là. C'est remarquable. La longévité de ce système-là, sa flexibilité, sa popularité auprès des joueurs. On va voir pourquoi là, au fil de la playlist là, et des explications. Là. Euh, mais bon, je suis pas certain que les gens à l'interne chez GMT auraient gagé que 10 ans plus tard, il y aurait pas moins de 14 jeux sur ce système-là. Là, je pense qu'il y en a 10 de sortie officiellement, puis 4 autres dans le pipeline du P500. Là. Alors, je répète, là, c'est étonnant. Et on s'est promené littéralement partout. Et il y en a un sur le P500 qui va nous amener même sur la planète Mars. Fait que là, vraiment, on est rendu dans le système solaire. Fait que sinon, là, on s'est promené dans toutes les époques, dans toutes les régions du monde et ça continue, là. On commence à étirer un petit peu l'élastique, là, peut-être, là, de l'acronyme lui-même, là, COIN pour Counter-Insurgency, contre-insurrection. Donc, des autorités là, qui essayent de garder le contrôle là, sur des insurgents là, à l'intérieur d'une région en particulier. Là. Il y a des titres qui ont étiré plus ou moins l'élastique. Là. Ça a été appliqué à des guerres, ça a été appliqué à toutes sortes de situations, au point que GMT a sorti une autre série. Là, je pense qu'il n'y a aucun jeu de sortie actuellement, là, mais qu'ils vont appeler le Irregular Conflict Series. Alors, j'en ai playtesté un. Et on retrouve là, quelques mécaniques de coin, là, entre autres les cartes. Il n'y a pas de main de cartes, les cartes sont face-up, un peu comme on voit ici. Là. Mais on s'éloigne un petit peu là, avec les risques que ça comporte pour GMT. On s'éloigne un petit peu de l'appellation au coin parce que là, le commentaire des joueurs commençait à être là, que GMT utilisait ça peut-être à toutes les sauces. Là. Mais si vous n'avez pas entendu parler de ça, là, le Irregular Conflict Series, là, si vous aimez les coins, vous allez avoir une autre addiction, une autre dépendance avec ça parce que c'est très très semblable. Andean Abyss est le premier, le grand-père, la fondation, là, sortez tous les clichés. Là. Ça demeure, selon moi, aussi peut-être le plus pur, entre guillemets. Pas mon préféré, mais le plus pur dans le sens où on a un gouvernement qui est vraiment là, la faction qui fait du counter-insurgency. Et on a trois factions vraiment là, qu'on appelle les insurgents, euh, qui ont chacun leurs objectifs, là, et le gouvernement, tant bien que mal, essaie de donner de l'amour à tout le monde et de garder tout le monde sous contrôle. Les trois autres, sans être nécessairement contre le gouvernement, ils font leur petite affaire, là, mais ils ont tous un ennemi commun, qui est le gouvernement. Là. Mais ça demeure celui qui, dès le départ, là, évidemment, là, comme c'est souvent le cas avec le premier titre dans un système, est le plus fidèle peut-être à la vision que Volko avait de ces jeux-là. Là. Je serais curieux aussi de savoir, GMT reçoit combien de
de soumission de design sur des coins. Ça doit être épouvantable. Moi, si j'avais à guesser, là, c'est minimum un par semaine, probablement plus. Deux, trois, quatre par semaine. J'en ai playtesté des coins de toutes sortes là, dans mon cercle élargi de gaming. Là. À peu près tout wannabe designer s'est essayé à un moment donné à faire un coin. On est inspiré par le fait que des sujets obscurs ont été traités là-dedans. Fait que tout le monde peut prendre un sujet relativement obscur, mais qui maîtrise bien. Trouve les factions en présence, fait une map. Puis l'avantage, c'est que la grande majorité des règles, là, le backbone des règles, la fondation des règles, demeure la même d'un coin à l'autre. Alors, c'est surtout populaire ce système-là pour les designers qui ont en horreur le fait d'écrire un rulebook from scratch à partir de zéro. Ben, si vous faites un coin, vous pouvez probablement apprendre tel quel ou presque là, pour le début là, ce qu'il y a dans Andean Abyss. Puis après ça, vous allez tomber dans vos opérations, vos special activities, vos factions. Puis vous allez designer vos cartes. Puis vous êtes en affaires. Alors à cause de ça, ça doit être incroyable le nombre de designs qui sont soumis chez GMT. Et tout le monde, on dirait, veut sa part du gâteau. On voit bien tout là, que c'est rendu à 14 jeux, puis on va probablement se rendre à 20, 25, peut-être même plus. Alors, à qui la chance? Qui sera le prochain à sortir un coin et à faire la pièce quand même? Là, la grande majorité en sont à leur deuxième printing, troisième printing, je pense même certains au quatrième printing. C'est pas payant là, la job de game designer, mais rendu à la quatrième réimpression d'un jeu, ça commence à être un petit revenu d'appoint qui est pas pire. C'est certain qu'il y a un attrait pour les designers par rapport à ça. J'ai l'intention de tous rejouer les coins en ordre chronologique de leur date de sortie. C'est pour ça qu'on commence avec Andean Abyss. Là. Je ne sais pas à quel moment vous écoutez cette vidéo-là, là, mais moi je suis en train de finir ma game par email d'Andean Abyss pour me remettre les règles en tête. Après ça va venir Cuba Libre, Distant Plane, Fire in the Lake. Puis à mesure que je vais les jouer, là, je vais les poster sur la chaîne. C'est très différent comme card-driven game. Encore là, quand Volko est arrivé à GMT puis il a dit on va faire un card-driven games, mais les joueurs n'ont pas de cartes dans les mains. What the fuck? Alors, cette brillance-là, cette idée de génie-là de prendre les cartes et de ne voir que deux cartes à la fois, la carte actuelle puis la prochaine carte qui s'en vient, personne n'a de carte dans les mains, il n'y a pas d'informations cachées, tout est public, là, c'est très mathématique, très peu de hasard dans les coins, là, quelques jets de dés, puis là évidemment, bon, la séquence où les cartes sortent, là, ça peut avoir un lien, là, sauf que quand même, et c'est ce qui fait des fois que c'est facile d'introduire des gens à ce jeu-là. C'est dur de montrer un card-driven game à quelqu'un. Vous pouvez jouer à jeu ouvert au début, la première game, peut-être une game de pratique, où vous allez dire à votre adversaire, ben gars, montre-moi tes cartes, puis je vais t'aider au début, puis tout ça. Avec le coin, vous n'avez même pas besoin de faire ça, il n'y a pas d'informations cachées. Fait qu'on est là, même si le gouvernement, là, c'est sa première game, là, on lui dit, bah regarde, t'es premier à agir sur cette carte-là, voici ce que tu peux faire, on va revenir là-dessus dans la séquence de jeu. Mais vous êtes carrément capable de tenir un débutant par la main, puis de l'accompagner là, dans cette affaire-là, sans nécessairement compromettre là, le secret dans le jeu, puisqu'il n'y en a pas. Tout est public, tout est là, tout est sur la table, puis il y a pas d'information là, qui est connue seulement de certains joueurs. Alors, ça fait partie de la brillance du système. Ceci dit, j'ai ce qu'on pourrait appeler un love-hate relationship avec les coins. Je joue très très rarement. En fait, il faut me tordre le bras, puis quand même assez fort pour que j'accepte là, de jouer à un coin en face à face. La raison est simple, là, j'ai des souvenirs douloureux là, en personne là, d'avoir quelqu'un là, qui agonise là, sur ces fameux player aids là. Si vous avez déjà joué à un coin, vous allez reconnaître là, le truc. C'est très bien fait, c'est un très bel exercice de synthèse, mais c'est très touffu, il y a beaucoup de stock là-dessus. Puis quelqu'un qui est pas trop habitué avec les coins en général ou avec le coin spécifiquement qu'on est en train de jouer, là, va passer beaucoup de temps à lire ça. Et quand va venir son tour, là, puis qu'il va pouvoir faire ce que j'appelle la totale, opération et special activities, là, ben il va regarder, je fais un train, je fais un patrol, puis est-ce que je combine ça avec airstrike, avec eradicate. Donc il y a beaucoup de choix. Là. Après ça, il faut qu'il choisisse les régions, combien de ressources qu'il veut dépenser. C'est pas un cas de analysis paralysis. Je pense pas qu'on peut blâmer un joueur de vouloir prendre son temps
parce que des occasions dans une partie de faire la totale, comme ça, vous allez peut-être en avoir 10. Tu sais, vous agirez pas à toutes les cartes, vous allez peut-être agir une carte sur deux, une carte sur trois des fois. Parfois, vous allez prendre l'événement. Donc, quand vous prenez le temps là, de faire opérations et special activities, ben, vous allez vouloir être sûr là, que vous faites la bonne chose. Et le résultat, c'est un peu de downtime pour les joueurs. Les coins sont peut-être les jeux où le plus de joueurs sortent le téléphone cellulaire pendant que quelqu'un est là avec son player aid, puis il regarde ses affaires, là, puis peut-être qu'après vous êtes dernier sur la prochaine carte, fait que vous en avez pour un bout à jouer. Là. Euh, donc, il y a un peu de downtime. Ça, c'est la première chose qui me picasse, évidemment, en play by email. On n'a pas ça, fait que je trouve ça merveilleux de jouer en play by email. Et l'autre affaire qu'on a moins en play by email et qui me gosse avec les coins, euh, c'est le fameux king making, qui est toujours inévitable quand on joue à plusieurs. Mais vraiment, là, le coin, là, les conditions de victoire sont encore là mises à nu, publiques. Euh, Tout le monde le voit venir. C'est impossible, tu sais, vous allez être le gouvernement à un moment donné, là, bon, vous gagnez si votre support total est à 61, là, ben vous pouvez être sûr là, que rendu à 59, là, ça va commencer à jaser autour de la table. Oh, Marco est en train de gagner, qu'est-ce qu'on fait? Tu sais, toi, prends l'événement, toi, fais ci, toi, fais ça. Puis là, tu sais, j'ai vu des fois là, des espèces de coalitions, là. Puis encore là, je sais qu'on peut polisser ça là, dans notre groupe de gaming, là. Ce genre de discussion-là, ben encore là, au bout de 2 heures, 2 heures et demie de jeu, on peut pas blâmer les joueurs de vouloir que ça se poursuive, puis d'essayer de nuire au leader. J'en suis tout à fait conscient. Mais par email, je trouve que c'est plus subtil. Les joueurs le voient, là, on a le temps de le voir, on ouvre le fichier, on voit qui est en avance, on voit qui est le prochain à agir. Fait qu'on est capable de faire quand même du bash de leader, mais encore là, sans créer de downtime autour de la table. Fait que c'est les deux affaires peut-être qui me gossent quand on est en personne. Mais en play by email, j'ai toujours un coin actif à la fois. J'essaye de pas en faire 3 4 parce que des fois il y a des petites différences subtiles entre chacun là, pour pas me fourrer et me mélanger. J'essaye de pas en faire plus qu'un à la fois, là, mais définitivement que c'est dans mes cordes aussi là, comme système. Là. Que dire de plus? Que dire de plus? C'est un jeu à 4 joueurs, si vous ne le saviez pas déjà. La grande majorité des coins sont à 4 joueurs. Avec le temps, il y a eu des innovations. Il y a un coin à 2 joueurs, Colonial Twilight, qui est sorti. Un coin à 3 joueurs, All Bridges Burning, qui est sorti. Fait qu'encore là, on étire l'élastique, on stretch le système, on trouve d'autres façons de l'adapter. Mais la majorité des coins, dont celui-là, Andy Abyss, est à 4 joueurs. Vous avez des bots vous pourriez jouer à 3 puis un bot, par exemple, contrôle, je sais pas moi, les FARC. Mais c'est un bot là, que personnellement, je déteste ça, là, mais je le mentionne, puis je le couvrirai pas sur la chaîne, mais je le mentionne au passage. Mais un bot de type flowchart, là, fait que là, vous êtes 3, tout le monde joue. Oups, c'est le temps des FARC qui sont contrôlés par le bot. Alors là, on suit le flowchart dépendamment de ce qu'ils peuvent faire, dépendamment des cartes, puis on se promène de même, puis on check tout ça. Je suis pas un grand fan de ça. Ceux qui sont des habitués là, de la chaîne, jouez à Indian Abyss quand vous êtes 4. Quand vous êtes 3, sortez un jeu à 3. Quand vous êtes 2, sortez un jeu à 2. Puis ça sera pour une autre fois. Là. Pour moi, c'est la pureté de ce jeu-là. C'est de jouer 4 personnes ensemble. Là. À moins que ça, moi, de commencer à contrôler des bots, là, puis de prendre quasiment plus de temps à gérer le bot qu'à gérer mes propres actions. Là. Je trouve ça un peu décourageant. Par contre, je suis convaincu que ces bots-là ont contribué à la popularité du système. Ça rend le jeu extrêmement flexible. Vous pouvez jouer tout seul, vous pouvez jouer à 2, vous pouvez jouer à 3, puis vous pouvez jouer à 4. Fait que les groupes de joueurs qui ont une tolérance par rapport à ces bots-là là, peuvent jouer à MD Abyss quasiment tous les soirs, peu importe combien de joueurs sont présents. Alors, je suis certain que ça a contribué à la popularité. Puis depuis le temps, ces bots-là ou ces façons-là de gérer ce qu'on appelle les non-playing factions, ça s'est raffiné avec le temps. Aussi, on est rendu avec des cartes, des upgrade kits pour les coins les plus populaires là, pour améliorer encore plus l'intelligence artificielle de tout ça. Là. Mais quand même, c'est pas ma tasse de thé. Moi, je joue avec de la chair fraîche, même si cette chair est virtuelle. Je joue avec 4 adversaires humains. Quand je joue, 3 adversaires humains, 4 joueurs au total quand je joue à un coin classique. L'autre chose qui a aidé, c'est qu'une fois qu'on connaît, bon, comme tout bon système, une fois qu'on connaît la fondation des règles, c'est assez facile.
d'apprendre le prochain coin. J'ai d'ailleurs vu beaucoup de cas dans des conventions ou peu importe, là, où quelqu'un disait ah ben t'as déjà joué à Andean Abyss, on est en train de jouer à Cuba Libre, là, puis là la personne va dire tiens, tu vas jouer dans ce cas-là les FARC, mettons, tiens, v'là ton player aid. Puis la personne reçoit ça, ah cool. Tu sais, elle connaît la base des coins, là, c'est les cartes, la séquence de jeu, ce qu'on va voir dans la playlist, là. Elle sait comment ça marche, là. Fait que là, tout ce qu'elle a besoin de savoir, elle, c'est OK, je joue qui, donnez-moi son menu d'opération puis de special activities, puis je vais m'arranger. Fait que c'est quand même intéressant, là, c'est pas quelque chose qui va demander un grand investissement, là. Dès que vous avez là, quelques joueurs dans votre entourage qui maîtrisent les coins, vous pouvez facilement passer d'un titre à l'autre, là, juste en demandant à la personne d'étudier, entre guillemets, ce one-pager, qui est le résumé de tout ce qu'elle peut faire. Les conditions de victoire sont là aussi. La sienne, puis celle des autres, là. Fait que vraiment, c'est c'est facile, c'est abordable pour quelqu'un, là, une fois que la personne a compris là, le concept là, de quand est-ce qu'on peut prendre l'événement, puis qu'est-ce qui arrive, puis l'éligibilité, là, tout ce qu'on va voir dans les autres vidéos où on explique les règles. Là. Fait que tout ce qu'on a à apprendre, là, c'est le petit chrome puis les petites exceptions. Les petites exceptions qui vont graviter autour d'un titre en particulier. C'est aussi un cas, là, comme on dit en anglais, là, easy to learn, hard to master. Ok, c'est facile de jouer à un coin. Dès la première game, comme je disais tantôt, là, quelqu'un peut vraiment là, étudier comme il faut son player aid. Puis au début, d'ailleurs, à sa première game, le joueur va s'assurer qu'il ne fait pas d'erreur de règles, qu'il utilise la bonne opération avec la bonne special activities, qu'il check toutes les conditions qui sont mentionnées ici, là encore là, pour être certain que tout ce qu'il fait est légal. Au début, là, 90% de votre jus de cerveau est consacré à qu'est-ce que je peux faire puis comment ça m'aide moi. Arrive la deuxième game, parce que là, vous allez peut-être jouer une faction différente. Fait que là, vous connaissez votre première faction, on va vous en rappeler. Vous arrivez avec une deuxième faction, vous avez vu les autres aller un petit peu. Là, vous allez commencer à regarder un petit peu plus ce que les autres font. Toujours d'un point de vue règle un peu plus, puis de, tu sais, y a-tu le droit de faire ça, tu sais, puis vous allez commencer là, à scéner les player aids des autres un petit peu. C'est vraiment peut-être à la troisième game où là, les subtiles interactions entre les factions, qui peut nuire à qui, comment je fais pour baisser le support du gouvernement, là, tu sais, là, même si je suis pas le gouvernement moi-même, là, c'est plus ça qui va arriver, là. Et évidemment, dans le monde d'aujourd'hui, jouer 3 fois dans un court laps de temps à un jeu, c'est assez rare. Et malheureusement, c'est peut-être un petit inconvénient du système Coin, parce qu'encore là, c'est très tentant. Une fois que vous avez joué, par exemple, une game d'Andean Abyss, ah ben maintenant, je vais essayer Cuba Libre. Puis là, après ça, ben maintenant, je vais essayer Distant Plane. Donc, on butine d'un système à l'autre, alors que pour moi, il y a une valeur à approfondir un des jeux, parce qu'au début, vous allez faire un paquet d'affaires, puis là, oups, ah, ben, quelqu'un a gagné, tu sais. Mais vraiment, là, pour de comprendre là, qui est en avance, puis cette faction-là est plus pour la long game, cette faction-là est plus pour le short game, cette faction-là se fait plus bâcher par le gouvernement, mais en revanche, ça peut s'allier peut-être avec eux autres. Donc, ces petites subtilités-là vont ressortir juste plus tard, selon moi, si vous avez l'opportunité de jouer plus qu'une fois au même titre, c'est là que ça va ressortir. Là. En passant à l'autre affaire, j'ai peut-être pas mentionné, là, c'est un peu relié à mon love-hate relationship que je parlais tantôt, mais j'ai trop trouvé ça triste. Que par exemple, le gouvernement est à 60, arrive une carte propagande, là, comme on va voir dans les règles. Là, c'est ben, désolé, mais le gouvernement, c'est 61 que ça y prend pour gagner. Et il n'y a pas de différence que le gouvernement, que la carte propagande passe alors que le gouvernement est à 50 ou qu'elle passe alors que le gouvernement est à 60. Il n'y a pas de différence. Dans les deux cas, le gouvernement ne gagne pas et on avance. Il y a seulement qu'à la toute dernière carte, qui est un peu l'équivalent de la fin de la game, où est-ce que là, vraiment, la distance que vous êtes par rapport à votre win condition va avoir une influence. Mais sinon, là, tant que vous arrivez à une situation là, où personne gagne, vous êtes certain là, que vous allez jouer encore pour 15 cartes de plus. Et je trouve ça triste un peu. Je trouve qu'il y a une opportunité manquée ici de qui allégerait, selon moi, le king-making, de dire, par exemple, si le gouvernement là, est arrivé ici lors d'un décompte là, de points de victoire, là, ben, il devrait être récompensé en conséquence.
par rapport à un joueur comme le rouge, par exemple, là, qui l'a laissé aller en se disant il n'y a rien qui presse, là, j'ai rien qu'à empêcher les autres de gagner, puis travailler sur ma game. Alors, il est beaucoup plus loin de sa win condition. Alors, je trouve que justement, il y a une petite opportunité manquée là, de peut-être décerner des points de victoire classiques aux joueurs à chaque carte propagande en fonction de comment proches ils sont de leur faction. Puis peut-être pour garder un thrill jusqu'à la fin, quand tu arrives à la dernière carte propagande, peut-être que ces points de victoire-là sont doublés, quelque chose comme ça, là. Mais ça ferait moins de badge de leader et plus de je travaille sur mes choses tout en surveillant les autres. Là, surveiller les autres, on dirait c'est votre top priorité. Vous assurez que personne gagne quand le train passe, c'est votre top priorité. Et puis travailler sur vos affaires devient quasiment secondaire. Alors voilà, c'est une autre petite affaire, mais c'est relié au fait à toute l'histoire du king-making, puis d'à quel point là, c'est tout ou pas en tout. Il faut passer là, cette espèce de fil d'arrivée-là. Sinon, là, c'est comme je dis, on rejoue 15 autres cartes de plus à moins qu'on soit rendu à la fin de la game. Mais bon, on aura l'occasion d'y revenir. Je m'arrête ici. C'est une vidéo d'introduction. Oh my God, si vous avez vécu dans une caverne les 10 dernières années, vous ne connaissez pas le système coin. Je pense que vous devez d'écouter le reste des vidéos de cette playlist. Si vous connaissez les coins, mais pour une raison X, vous n'avez jamais joué à Andean Abyss, ce qui est souvent le cas. Je me rends compte, les gens ont embarqué, comme on dit, dans le bandwagon un petit peu plus tard. Encore là, vous allez pouvoir apprécier peut-être la simplicité et la pureté de ce premier titre-là. Alors voilà, c'est un départ. Alors les autres vidéos suivent dans la playlist, explication des règles et revue des cartes. À plus!